Bonsoir. La pandémie de maladie Covid-19 poursuit sa progression sur toute la planète. 2,2 millions de personnes ont déjà été atteintes par l'infection Covid-19. 147 500 en sont décédés, mais plus de 555 000 en sont guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec plus de 672 000 cas et 33 400 décès. L'Europe reste très fortement impactée par l'épidémie, avec plus d'1 million de cas et près de 100 000 morts. L'Espagne enregistre 185 000 cas et plus de 19 300 décès. En Italie, l'épidémie est à l'origine de 169 000 cas et plus de 22 000 décès. Hier, en France, 1723 personnes sont passées aux urgences pour une suspicion d'infection Covid-19. C'est 8% de l'activité totale des urgences. À la suite de la prise en charge aux urgences, 38% des personnes ont été hospitalisées. Cette proportion augmente régulièrement avec l'âge des personnes et 4% ont dû être transférés en réanimation. Hier, 491 interventions de SOS Médecins ont été réalisées pour une suspicion de Covid-19, c'est 10% de l'activité totale des associations SOS Médecins sur le territoire. Les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 et les appels SOS Médecins pour le même motif sont stables au niveau national et dans toutes les régions. Ce soir, nous avons des informations de 1279 établissements de santé qui font état de 31 190 personnes encore hospitalisées pour une infection par Covid-19. Le nombre de malades hospitalisés reste donc très important. En 24 heures, ce sont 2167 nouveaux malades qui sont entrés à l'hôpital. C'est un peu plus qu'hier. Mais pour le troisième jour consécutif, nous observons une baisse, mais elle reste extrêmement légère. Grâce aux sorties, nous avons 115 personnes hospitalisées pour Covid-19 en moins par rapport à hier. Nos efforts collectifs montrent leur efficacité. Ce n'est qu'en respectant très strictement les gestes barrières toute la journée et partout, le confinement strict et la distanciation physique d'1 mètre, ainsi que la distanciation sociale, c'est-à-dire la réduction des contacts, que nous y parviendrons tous ensemble. 6 027 patients dans un état grave nécessitent des soins lourds en réanimation. Un tiers de ces patients ont moins de 60 ans. Nous comptons 98 patients âgés de moins de 30 ans et pris en charge en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 243 nouveaux malades ont été admis en réanimation pour une infection Covid-19. Le solde reste négatif et c'est une bonne nouvelle depuis 9 jours. Aujourd'hui, il y a 221 patients en moins. C'est une baisse des besoins en réanimation qui se confirme, mais je vous le rappelle, nous sommes à un niveau exceptionnel de besoins de réanimation puisque nous avons 6 000 patients qui sont infectés par le Covid et qui sont en réanimation en France, alors que la France avait, il y a quelques semaines, 5 000 lits de réanimation au total. Il faut noter donc qu'il existe encore des tensions dans certaines régions. 68% des patients hospitalisés en réanimation ont des problèmes de santé préexistants et 55% d'entre eux ont plus de 65 ans. En ce qui concerne les Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte recensent des hospitalisations, 121 hospitalisations actuellement et 47 en réanimation. Au total, et c'est un point important, depuis le début de l'épidémie, 34 420 personnes qui étaient hospitalisées sont rentrées à domicile. C'est important, ce sont des bonnes nouvelles. C'est 1608 personnes qui sont rentrées à domicile dans la seule journée d'hier. Et je ne parle pas évidemment des dizaines de milliers de personnes qui ne passent pas par l'hôpital et qui guérissent spontanément. Mais vous l'avez noté, avec le nombre d'hospitalisations, 2167 sur les 24 heures, avec le nombre de besoins de réanimation, 243 nouveaux patients, la circulation du virus demeure à un niveau élevé. Nous surveillons de très près
tous ensemble la situation de nos aînés dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Au total, depuis le début de l'épidémie, nous avons 58 989 cas d'infection à Covid confirmés ou possibles. 20 272 de ces cas sont confirmés par test PCR. Il s'agit des remontées de 5 473 établissements sociaux et médico-sociaux, principalement des EHPAD d'ailleurs, qui participent à cette remontée d'informations très importante au niveau national. Et je tiens à le redire, l'essentiel des cas, l'essentiel des malades observés l'ont été au cours des semaines 12, 13 et 14, c'est-à-dire à la deuxième moitié du mois de mars. En ce qui concerne la mortalité, vous savez que nous surveillons la mortalité survenue à l'hôpital, la mortalité survenue en EHPAD, ainsi que la mortalité survenue en ville, grâce à la mortalité totale qui nous est signalée par l'INSEE. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, 11 478 décès sont à déplorer depuis le 1er mars, c'est donc 418 décès de plus qu'hier. 82% des personnes décédées ont plus de 70 ans et 20 décès sont survenus outre-mer. Nous déplorons 7 203 décès survenus en établissements sociaux et médico-sociaux et rattachés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie le 1er mars. L'essentiel des décès est observé en EHPAD. Au total, depuis le 1er mars, en additionnant les décès observés en milieu hospitalier et les décès survenus en institution, nous déplorons 18 681 décès en France en lien avec cette pandémie de Covid-19. Vous le savez aussi, nous avons saisi l'INSEE qui nous propose des données très récentes, actualisées, de ce qu'on appelle les décès toutes causes confondues. Il ne s'agit donc pas seulement des décès liés à l'infection Covid-19, nous aurons ces données de mortalité attribuable à la maladie, mais seulement après étude de tous les certificats de décès. Ces données qui nous sont fournies quasiment en temps réel nous permettent de pouvoir comparer les décès semaine après semaine sur les différentes années, et la France surveille les décès depuis des décennies. Ainsi, nous pouvons parler d'une mortalité attendue et nous pouvons parler d'une surmortalité lorsque le nombre de cas est supérieur à la moyenne attendue, toutes causes confondues, par rapport à l'année dernière, mais surtout par rapport à toutes les années qui ont déjà fait l'objet d'observations. Je rappelle que le nombre de décès varie en France d'année en année et de mois en mois, mais en moyenne, c'est important de le rappeler, il y a un peu plus de 1600 morts par jour en France, un peu plus de 11 700 morts par semaine, et donc les mois varient entre 40 000 et 60 000 décès chaque mois, selon les événements, selon qu'il y a un épisode de grand froid, un épisode de canicule ou une épidémie de grippe. Donc il y a des grandes variations de mois en France et de semaine en semaine. Mais donc même si la part attribuable au Covid n'est pas encore connue, nous pouvons observer si les semaines que nous recueillons sont normales ou en excès ou en déficit éventuel par rapport à l'attendu. Nous avons une hausse de la mortalité nationale depuis la mi-mars. Elle a commencé progressivement en semaine 12 avec 16% d'augmentation. C'est renforcé en semaine 13 avec 35% d'augmentation. Puis en semaine 14, la semaine 14 c'est la dernière semaine de mars, du 30 mars au 5 avril, avec un excès totalement exceptionnel de 59,6% d'augmentation. Et cet excès continue à s'observer, mais on est peut-être encore un tout petit peu tôt, sur la semaine 15, qui est la semaine du 6 au 12 avril, où nous avons déjà un excès national de 37%. Donc vous le voyez, l'impact de l'épidémie, l'impact probable de l'épidémie, se traduit par un excès de mortalité depuis la mi-mars jusqu'à début avril. On observe aussi cet excès au niveau régional, notamment sur la semaine du 6 au 12 avril, avec un excès qui est observé dans 7 régions, l'Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Normandie. Enfin, pour la même semaine du 6 au 12 avril, à l'échelon des départements, 37 départements présentent un excès de mortalité, dont déjà 5 ont un niveau exceptionnel. Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise sont donc des départements franciliens. Les 37 départements dont je vous parle sont dans les régions Île-de-France,
Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie et Centre-Val de Loire. On retrouve régulièrement ce grand quart nord-est plus concerné par l'épidémie, par la diffusion virale que d'autres régions de France. Nous avons enfin la certification électronique des décès. Il y a en France de nombreuses communes qui ont des certificats électroniques de décès. À ce jour, nous avons déjà 6 688 certificats électroniques de décès qui mentionnent une infection par Covid-19 dans les causes médicales de décès depuis le 1er mars. C'est 27% de l'ensemble de ces certificats électroniques et de ces décès certifiés. Et donc nous aurons des moyens ainsi d'étudier les causes de mortalité de façon encore plus rapide. Un point important qui nous est signalé par l'ensemble des professionnels de santé et que nous observons évidemment avec beaucoup d'attention, c'est l'impact de l'épisode épidémique sur les comportements des Français par rapport à leur propre santé. Nous avons observé une forte diminution de l'activité aux urgences pour toutes les classes d'âge, de l'ordre de 48% pour le nombre de passages, de 21% pour le nombre d'hospitalisations après passage aux urgences, et en particulier sur les semaines 12 à 15, donc les semaines que je vous ai citées, de mi-mars à début avril, et qui est vraiment très nette par rapport aux semaines précédentes, et en particulier aux semaines équivalentes de 2019, du printemps 2019. Donc nous avons évalué cet impact pour 3 groupes de pathologies cardio-neurovasculaires, qui peuvent d'ailleurs présenter des urgences vitales et qui nécessitent une prise en charge immédiate sur cette période de 4 semaines. Le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisation pour cardiopathie ischémique, c'est-à-dire atteinte cardiaque, notamment infarctus, a diminué d'environ 35%. Pour ce qui est des pathologies neurocardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, c'est une baisse de 27%. Et pour les maladies veineuses et thromboemboliques, les phlébites, les embolies pulmonaires, c'est là aussi une réduction importante de 28% et de 18% pour les hospitalisations par rapport à la même année 2019. Donc, heureusement, depuis la semaine 14 et la semaine 15, nous observons une nouvelle hausse de ces pathologies, ce qui est un bon signe. Ça veut dire que les patients reprennent confiance dans leur établissement de santé, et c'est ce que nous disons tous les soirs. Il faut, quand on a une pathologie chronique, mais aussi quand on a une pathologie aiguë, ne pas hésiter à appeler son médecin traitant, à appeler le service qui vous suit, puisque vous avez aussi éventuellement une pathologie chronique, ou à appeler le 15 si on est en urgence vitale. Donc on voit de nouveau une hausse des cardiopathies ischémiques et des accidents vasculaires cérébraux ou des maladies veineuses thromboemboliques désormais à l'hôpital. Et nous souhaitons encourager ce mouvement, car il y a aussi des personnes qui sont malades d'autres causes que le Covid-19. Il est donc absolument indispensable de poursuivre la bonne prise en charge de sa pathologie, parce que c'est vraiment important pour votre santé. Donc n'hésitez pas à appeler votre médecin traitant, à appeler le service hospitalier qui vous suit, ou en cas d'urgence vitale, à appeler le 15. Le 15 n'est pas du tout saturé en ce moment, et donc il est évidemment là pour répondre aux urgences vitales. Je le dis aussi, j'invite mes collègues médecins généralistes, médecins spécialistes, médecins hospitaliers à appeler pour prendre des nouvelles de leurs patients les plus fragiles et à leur proposer des rendez-vous et les bilans dont ils ont besoin. C'est ensemble, toutes et tous, que nous vaincrons cette pandémie et tous ses effets. Ne relâchons absolument pas ce soir nos efforts. Vous le voyez, le confinement commence à porter ses fruits. Il y a moins de patients hospitalisés, il y a moins de patients admis en réanimation. C'est une baisse lente mais régulière. Nous devons donc poursuivre nos efforts dans le confinement, limiter encore jour après jour tous les contacts, appliquer plus que jamais les gestes barrières, la distanciation physique d'au moins 1 mètre et la distanciation sociale avec une réduction donc régulière et quotidienne de tous nos contacts. Je vous remercie. 2 questions pour le généraliste. La DGS va-t-elle établir un critère épidémiologique permettant d'établir le déconfinement comme possible le 11 mai, un critère sur le nombre de nouveaux cas de Covid par jour ou le nombre de nouvelles hospitalisations ou un autre critère ? Alors, évidemment, nous surveillons de très près la situation épidémiologique. Vous l'avez noté, nous surveillons en particulier l'activité de ville, l'activité des médecins généralistes, l'activité de SOS médecins qui nous traduit finalement la circulation du virus au sein de la population. Nous surveillons évidemment pour protéger notre système de santé hospitalier, nos équipes soignantes et surtout les services de réanimation, le nombre de malades hospitalisés, le nombre de nouveaux malades qui arrivent à l'hôpital et le nombre de nouveaux malades qui arrivent en réanimation.
Donc tout ça est évidemment des critères d'observation, des critères évidemment très importants pour préparer notre système de santé à la sortie du déconfinement qui est prévue par le président de la République le 11 mai. Et nous allons aussi évidemment être très attentifs à l'activité de l'ensemble des professionnels de santé pour permettre à toutes les régions de se préparer dans les meilleures conditions à cette étape importante pour tous les Français. Et après le déconfinement, en cas de deuxième vague, quels seront les critères qui vous alerteront? Le doublement de nouveaux cas en 24 heures, l'augmentation du nombre d'hospitalisations, dans quelle proportion? Alors, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais la première vague, elle a été très fortement atténuée par tous les Français. Il faut qu'ils en soient conscients. Leur parfait respect du confinement, leur apprentissage des gestes barrières, le respect des mesures de distanciation physique et sociale nous ont permis d'éviter beaucoup de morts et d'éviter beaucoup de drames humains et d'admissions en réanimation. C'est vraiment important qu'on se rende compte que nous avons fortement cassé cette épidémie qui était au départ très contagieuse avec un virus qui se transmettait à un très grand nombre de personnes. On voit bien qu'aujourd'hui, la réduction du rythme de l'épidémie, la réduction de la vitesse de l'épidémie, elle est liée aux efforts des Français. Et donc, le message, il est un peu étrange, c'est que après le déconfinement, les Français auront aussi cette responsabilité de freiner tout risque de diffusion virale. Il y aura encore du virus en Europe, on en est quasiment sûr, il y aura encore des cas, mais le comportement des Françaises et des Français après le 11 mai sera le moteur ou non de l'épidémie. Et donc, ça, voilà, on a un pouvoir très important tous ensemble qui est d'éviter éventuellement cette deuxième vague parce que notre comportement aura profondément changé. Une question pour Hospimédia. L'espoir d'une immunité collective sans vaccin s'éloigne-t-il en raison de la montée des doutes sur la pérennité des anticorps développés face au virus? Je crois que les doutes sur la pérennité des anticorps, ce sont des débats scientifiques. Il y a quand même aujourd'hui des très bons résultats qui sont que les malades qui ont été malades avec des tests virologiques positifs, qui ont été hospitalisés, qui ont été en réanimation, pour l'essentiel, vraiment la grande majorité, ont des anticorps. Et donc après, on peut toujours se poser la question de quel type d'anticorps, est-ce qu'ils vont persister? Mais par définition, on n'en sait rien, puisque ces anticorps sont récents. Les malades les plus anciens ont 3 mois, 4 mois d'observation. Donc je pense qu'il faut rester solide. Quand on a des anticorps, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et donc il ne faut probablement pas spécialement rentrer dans ce débat qui est vraiment un débat de scientifiques. Et aujourd'hui, il y a objectivement des personnes malades qui ont été malades avec un test positif de recherche du virus et qui ont aujourd'hui des anticorps. 2 questions pour le point. La première question sur les tests sérologiques. Les équipes de l'Institut de référence qui vérifient ces tests ont-elles été renforcées? Y a-t-il une coopération européenne pour se partager la tâche? Oui, alors c'est un travail évidemment très important que de préparer l'arrivée des tests sérologiques. Je vous rappelle qu'ils sont non pas là pour diagnostiquer la maladie, mais bien pour diagnostiquer la présence d'anticorps. Il y a plusieurs acteurs qui sont intervenus, la Haute Autorité de Santé pour définir le cahier des charges, l'Agence nationale de sécurité du médicament qui va vérifier un certain nombre de critères de qualité, notamment la certification des tests. Et puis, effectivement, nous avons un centre national de référence avec 2 sites à Paris et à Lyon qui va étudier par rapport à des techniques de pointe, de référence, la qualité des tests, c'est-à-dire la capacité d'un test à détecter les anticorps et la capacité d'un test à détecter des personnes non malades aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sensibilité et la spécificité pour éviter des faux négatifs. Là, on n'est pas un test sensible, c'est un test qui n'arrive pas à savoir que vous êtes avec des anticorps, et inversement, ne pas vous donner des faux positifs, c'est-à-dire vous dire que vous avez des anticorps alors que ce n'est pas le cas. Donc là encore, cette qualité du test doit être testée, et nous avons évidemment des échanges internationaux sur ces résultats. Quand il y a des bons résultats qui sont validés par un pays européen, on ne recommence pas tous les tests. Inversement, quand il y a une alerte d'un pays qui nous dit que tel ou tel test n'est pas fiable, on ne recommence pas non plus tous les tests s'il y a un consensus international pour éliminer ce test. Donc là, il y a beaucoup de collaboration internationale sur ce sujet. Madame Geneviève Chen a déclaré mercredi que 7 commandes et 18 marchés pour des masques avaient été passés depuis la première saisine ministérielle du 30 janvier. Pourriez-vous préciser la ventilation des commandes? Combien de commandes en France et pour combien de masques? Combien de commandes à l'étranger? Auprès de combien d'entreprises et pour combien de masques? Alors je pense que je ne pourrais pas vous donner l'ensemble des réponses parce que ce serait beaucoup trop long, parce que nous avons mobilisé tous nos efforts évidemment pour avoir des masques en grand nombre pour nos professionnels de santé, pour les établissements hospitaliers et pour nos professionnels de santé de ville. Il y a 2 sources majeures de masques.
une production nationale qui a été fortement mobilisée et qui produit de plus en plus de masques chaque semaine, masques chirurgicaux et masques FFP2, et des importations massives qui ont été adressées à de très nombreux fabricants et qui sont actuellement rapportés sur le territoire français par des ponts aériens. Et donc ce sont de très importantes quantités qui arrivent désormais jour après jour, semaine après semaine sur le territoire, l'objectif étant actuellement de les livrer rapidement aux groupes hospitaliers de territoire, aux établissements de santé, aux EHPAD et aux officines pour distribution aux professionnels de santé. Et donc on voit aujourd'hui arriver de plus en plus de millions de masques et de dizaines de millions de masques qui sont destinés en priorité et en urgence aux professionnels de santé. 2 questions pour France Inter. Concernant le dépistage massif dans les EHPAD, pouvez-vous nous dire combien d'établissements ont jusqu'ici entièrement été testés, résidents et soignants? Quelles sont les consignes que doivent appliquer les établissements suite à ce dépistage, notamment pour les résidents testés négatifs? Peuvent-ils sortir de l'isolement de leur chambre, par exemple? Alors, c'est une question qui est évidemment très prioritaire pour nous. C'est une priorité qui a été donnée à la fois par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé, puisque ce sont les personnes les plus fragiles auxquelles les Français sont évidemment très attachés, que sont nos aînés. Vous savez qu'il y a eu des mesures de protection des EHPAD, confinement bien sûr, confinement en chambre, et il y a aujourd'hui une attention toute particulière pour tester les EHPAD à la fois pour les personnels et pour les résidents. Il y a des régions qui ont déjà très bien avancé dans ce dépistage. L'Île-de-France s'est fortement engagée, la Nouvelle-Aquitaine aussi. On a beaucoup de retours très intéressants de participation active des EHPAD et de tests qui sont réalisés dans des bonnes conditions. Ensuite, ça apporte quoi? Ça apporte des données importantes pour le personnel, de savoir si oui ou non il y a des personnels positifs, c'est important de le savoir, et surtout pour les résidents. Et donc l'intérêt pour l'organisation de l'EHPAD, c'est justement de pouvoir se structurer en fonction des résultats du personnel et en fonction des résultats des résidents, entre des secteurs atteints par le Covid et secteurs non atteints par le Covid, justement pour éviter la diffusion du virus au sein des personnels, au sein des résidents et entre personnel et résidents. Combien de soignants ont été infectés depuis le début de la crise? A-t-on des chiffres fiables? Alors sur les soignants en général, il n'y a pas de chiffres fiables, mais évidemment, l'ensemble des professionnels de santé qui sont notamment dans un établissement de santé ont un service de médecine du travail qui les suit, et donc il y a une déclaration qui est faite, et c'est important que nous ayons ces données, non pas peut-être au niveau national, mais au niveau de l'employeur, pour pouvoir assurer le suivi de maladies professionnelles de ces professionnels. 2 questions pour Diaspora News Magazine. Est-ce qu'un animal domestique peut-il transmettre le Covid-19? Alors c'est un sujet qui est actuellement étudié par les vétérinaires, nous verrons ce qu'il en est. En général, c'est plutôt de la transmission manuportée, c'est le cas notamment des bactéries, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui contaminent leurs animaux de compagnie et qui se recontaminent s'ils ne se lavent pas les mains. Mais ce n'est pas du portage, en tout cas il n'y a pas de signal aujourd'hui pour rassurer nos concitoyens sur une transmission avérée par nos animaux de compagnie. À quand la généralisation du test virologique ou PCR du Covid-19? Alors nous y travaillons, vous savez que le président a été très clair. Évidemment, toutes les priorités qui ont déjà été définies, tester en particulier les personnes hospitalisées, tester les personnels symptomatiques, tester les EHPAD vont être poursuivies. Et puis le président nous a fixé un objectif ambitieux, c'est de pouvoir tester sur tous les territoires en France dès le 11 mai, parce que les conditions auront changé, toute personne présentant des symptômes. C'est d'ailleurs très logique, puisque à partir du moment où on lève un certain nombre de mesures, il faut être en capacité de détecter rapidement un cas, de pouvoir lui proposer une démarche particulière d'isolement, de pouvoir l'aider aussi à contacter toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact étroit dans les jours précédents. Donc tous ces enjeux de tests rapides, d'isolement du cas, de repérage des cas contacts et de démarches particulières de quatorzaine par exemple, tout ça doit être mis en place sur tout le territoire national. Une question pour France 24. Comment expliquez-vous que l'Allemagne, qui compte 15 millions d'habitants de plus que la France, déplore un nombre beaucoup plus limité de victimes? Il n'y a pas aujourd'hui d'explication particulière. D'abord parce que vous savez que l'Allemagne n'a pas le même niveau de diffusion du virus. Et d'ailleurs, vous pourrez noter qu'il y a une hétérogénéité européenne qu'on n'explique pas encore aujourd'hui. Si on prend un tout petit peu de recul, des pays sont très touchés. La Belgique, par exemple, est beaucoup plus touchée que la France. La Grande-Bretagne est aussi fortement touchée. Et donc là encore, les explications viendront, la diffusion du virus n'est pas la même, les habitudes ne sont pas les mêmes, les personnes ne sont pas non plus avec les mêmes pathologies, les mêmes tranches d'âge. Donc tout ça sera étudié et nous aurons, à l'issue de cette épidémie, à comparer effectivement l'impact de cette épidémie et éventuellement les mesures qui ont été prises. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui des moyens de comparer ces deux pays.
3 questions pour la PM. La doctrine nationale de dépistage en EHPAD va-t-elle évoluer? Va-t-on tester systématiquement tous les résidents et personnels dès l'apparition d'un premier cas, comme c'est le cas actuellement dans certaines régions? Alors nous faisons en sorte que ça évolue, et c'est ce que je vous précise maintenant peut-être ce soir. Il y a eu des périodes où effectivement nous avions des difficultés pour certaines EHPAD qui ne connaissaient pas la conduite à tenir, qui ne savaient pas quel était l'hôpital de référence, qui ne savaient pas comment procéder pour obtenir des tests. Nous avons maintenant une organisation régionale, départementale, qui est beaucoup plus fine. L'objectif étant que chaque EHPAD qui est confronté à une suspicion de cas connaissent la démarche, puissent appeler l'hôpital s'il y a besoin d'hospitalisation, puissent appeler au niveau départemental le laboratoire ou les laboratoires qui sont en capacité de faire les tests. Ce n'est pas aux résidents de se déplacer, ce n'est pas au personnel de se déplacer. L'idée est effectivement que ce soit une équipe mobile de laboratoire qui puisse venir faire le prélèvement en EHPAD, prélever toutes les personnes qui en ont besoin. S'il y a une organisation à mettre en place entre un secteur Covid et un secteur non Covid, on peut être amené à tester l'ensemble du personnel, l'ensemble des résidents. Tout ça est lié à la décision du directeur d'établissement, et c'est important de pouvoir l'aider à s'organiser dans la lutte contre l'épidémie. Mais aujourd'hui, c'est important que les Français réalisent que ce prélèvement, il se fait par un coton-tige au niveau du nez, et donc ensuite le coton-tige est mis dans un petit tube de culture, un petit tube de transport, et c'est le tube qui bouge, c'est le tube qui est transporté, ce n'est pas le patient, le malade ou le résident. Et c'est ça qui est important, c'est un enjeu vraiment de simplification de la vie des EHPAD qui sont déjà pleinement mobilisés, dont les personnels sont pleinement mobilisés, et pour lesquels nous voulons vraiment faciliter la vie et apporter le maximum de moyens projetés, l'équipe mobile étant à disposition de l'EHPAD, pour éviter de mobiliser encore davantage l'énergie, les forces de l'équipe de l'EHPAD qui est déjà totalement engagée pour protéger ses résidents. Gilead a publié des résultats encourageants sur le remdesivir dans le Covid-19. Les données publiées à ce stade pourraient-elles justifier un changement des stratégies thérapeutiques? Alors, ce sont des résultats très préliminaires. Je crois que ce ne sont pas des résultats publiés en Europe. Nous avons le remdesivir aussi en France dans différents bras. Ça fait partie des hypothèses antivirales. Comme je l'ai dit, qu'il y avait aussi des hypothèses antirétrovirales, des anti-inflammatoires, des immunomodulateurs. Et donc, au fur et à mesure que nous aurons ces résultats préliminaires, soit les comités scientifiques jugeront qu'il y a un impact tellement positif qu'il faut arrêter l'essai parce que c'est dans l'intérêt des malades qu'on puisse mettre à disposition ces médicaments. Ce n'est pas le cas, à ma connaissance, ce soir. Mais pour tous les résultats intermédiaires des essais thérapeutiques, soit il y a un effet avéré, et à ce moment-là, il y a une question qui se pose, c'est l'accès direct à ce médicament, soit il y a une tendance intéressante et nous regardons de très près ces résultats, parce que là encore, il faut une puissance statistique pour pouvoir affirmer le bénéfice et le risque de chaque traitement. Donc c'est le cas pour toutes les molécules qui font l'objet actuellement d'études, et vous savez que la France est un des pays les plus engagés dans la recherche clinique. Il y a une trentaine d'essais qui sont en cours, il y a évidemment toutes les molécules dont les Françaises et les Français entendent parler qui sont testées actuellement, et c'est ça le plus important, c'est que les malades puissent bénéficier d'essais thérapeutiques et que les Françaises et les Français aient très rapidement accès à ces informations pour savoir si oui ou non il y a des molécules qui ont un impact positif dans la prise en charge de la maladie. Pourquoi ne pas être transparent sur la mortalité en réanimation? La volonté de ne pas inquiéter la population ne pourrait-elle pas être assimilée à de l'opacité? Alors, je pense qu'on est totalement transparent puisque le point épidémiologique de Santé publique France est en ligne. Et donc, sur le point épidémiologique de Santé publique France, qui est publié toutes les semaines, il y a les statistiques de réanimation. Et donc, c'est exactement ce que j'indiquais à chaque fois, c'est-à-dire que nous avons des grandes variations de mortalité en fonction de l'âge, en fonction de la présence ou non de facteurs de risque et en fonction de la gravité du tableau clinique. Donc si vous allez sur le site de Santé publique France, vous pouvez noter que le taux de mortalité observé en réanimation augmente avec l'âge, que le taux de mortalité observé en réanimation augmente avec la présence ou non d'une pathologie grave initiale, pathologie cardiaque, pathologie pulmonaire, obésité morbide par exemple, et que le taux de mortalité varie aussi en fonction de la gravité de votre état en entrant en réanimation, selon que vous avez un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou pas, selon que cette détresse respiratoire aiguë est mineure, modérée et sévère. Et donc, pour vous donner déjà des premiers résultats, la mortalité, le taux de mortalité n'est pas de 50%, comme je l'ai lu dans certains documents, mais plutôt de 10%, donc c'est déjà beaucoup, mais ce ne sont pas les 50% qui sont parfois cités.
Et la variation de la mortalité observée selon cette étude de Santé publique France, elle va de 5% sur les formes les plus bénignes, mais parce qu'on peut difficilement parler de formes bénignes en réanimation, les formes les plus favorables, à 20% environ, selon que là, effectivement, l'état est beaucoup plus préoccupant. Donc vous voyez que ce sont des données toujours très délicates pour des réanimateurs, parce que les réanimateurs disent toujours que donner un taux brut de mortalité n'a pas de sens, puisque évidemment tout dépend beaucoup de l'état du patient. Et donc ça inquiète la famille de savoir que le niveau moyen est de temps, puisqu'en fait tout dépend de sa situation, de son âge, de son état de santé physiologique, de la présence ou non d'une pathologie, et surtout de l'état initial du patient lorsqu'il arrive en réanimation. Mais ces données sont publiées. 2 questions pour Prévention Santé. Pouvez-vous nous préciser que les cas que vous présentez chaque soir comme des cas confirmés sont bien en fait des extrapolations, c'est-à-dire des estimations et non pas 100% de cas testés biologiquement ? Alors effectivement, c'est une approximation qui est fournie par Santé publique France, comme d'ailleurs à peu près tous les grands instituts, puisqu'il y a à la fois des données qui viennent de sources hospitalières, avec en particulier l'activité d'admission et les laboratoires hospitaliers, et il y a des données qui viennent aussi des laboratoires de ville. La difficulté que vous pouvez imaginer, c'est qu'il y a énormément de tests qui sont faits en France, et heureusement, et de plus en plus. Il y a aussi des gens qui se font tester plusieurs fois. Il y a aussi des gens qui se font tester plusieurs fois pour la même pathologie. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous êtes hospitalisé en réanimation, vous êtes inclus dans un essai thérapeutique, vous allez être testé potentiellement en ville, parce que votre médecin est inquiet, puis aux urgences pour confirmer que vous êtes bien atteint d'infection à Covid, et puis vous allez arriver en réanimation. Et en réanimation, on va surveiller votre charge virale à plusieurs reprises, surtout si vous êtes dans un essai thérapeutique. Et donc pour un même patient, on peut avoir 3, 4 ou 5 tests positifs, et donc la difficulté pour les personnes qui surveillent les tests, c'est est-ce que c'est un nouveau test positif, un nouveau cas, ou est-ce que c'est encore un test de surveillance d'une personne qui a 1, 2, 3 ou 4 tests nécessaires à sa prise en charge. Et donc il y a une approximation qui est faite par Santé publique France, qui effectivement peut surprendre, mais c'est la démarche statistique épidémiologique qui nous donne une idée du nombre de nouveaux cas confirmés en France. Et donc c'est bien ce que je dis, selon Santé publique France, il y aurait environ 110 000 cas confirmés par PCR en France, mais effectivement, c'est un croisement des données hospitalières et des données des laboratoires de ville. Pouvez-vous nous donner le nombre exact de cas positifs au Covid en France réellement testés avec un test biologique ? Alors justement, avec la difficulté que je vous expliquais, ce nombre est difficilement évaluable, mais on sait quand même beaucoup de choses, en particulier le nombre de personnes qui ont eu des tests en ville, le nombre de personnes qui ont été admises à l'hôpital, et vous savez que nous avons désormais dépassé les 75 000 personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie, et puis nous aurons, lorsque justement nous aurons réussi à éviter tous ces doublons, parce que je vous dis bien que vous pouvez être testé plusieurs fois de suite pour le même malade, et donc si on compte directement le nombre de tests positifs, on peut avoir 5 tests positifs pour la même personne, donc ça fausserait les résultats. On arrivera, je pense, d'ici quelques jours à avoir ce décompte précis en ayant l'ensemble des tests réalisés en France et surtout en étant capable d'éliminer ces tests itératifs, ces tests répétés pour le même malade, en particulier en milieu hospitalier. 2 questions pour Libération. La DGS constate-t-elle une surmortalité spécifique dans les EHPAD du groupe Corian ? Non, d'abord, je n'ai pas le propriétaire de l'établissement quand l'établissement déclare. Il n'y a pas d'ailleurs de raison d'imaginer qu'il y ait un groupe plus touché qu'un autre. Vous avez par contre noté, c'est important peut-être que les Français s'en rendent compte, que la disparité régionale est très importante. On voit bien que l'activité que je vous ai décrite, l'activité de ville, l'activité hospitalière, elle suit un gradient très très fort avec un grand quart nord-est de la France qui est beaucoup plus touché que les autres régions. C'est la même chose, malheureusement, c'est la même situation pour les EHPAD. Si on prend les EHPAD du Grand Est, si on prend les EHPAD d'Île-de-France, elles sont beaucoup plus touchées, par exemple, que les EHPAD de Nouvelle-Aquitaine, mais ce n'est pas lié à la politique de l'établissement, ni à l'appartenance à un groupe particulier, mais malheureusement à des différences de circulation virale selon les régions. Pourquoi avoir finalement décidé de mettre en place un dispositif de remontée de cas d'infection chez les soignants ? Alors, nous n'avons pas mis en place de dispositif spécifique d'infection chez les soignants, mais bien du fait de dispositifs spécifiques de surveillance des établissements sociaux et médico-sociaux, dans lesquels nous testons à la fois les résidents et les personnels. Nous avons des données pour les personnels, et ces données sont d'ailleurs rendues publiques dans le point épidémiologique de Santé publique France. Une question pour Bloomberg. Pourquoi y a-t-il eu une hausse plus importante de cas dans les EHPAD hier ? Peut-on attendre une telle hausse sur les prochains jours ?
Alors, d'abord, vous savez que c'est un travail considérable que l'on demande aux établissements. C'est une demande de leur part et c'est très important que les Françaises et les Français puissent avoir accès aux données de cas confirmés dans les EHPAD. Je pense que c'est un effort considérable que d'autres pays ne font pas. Donc, c'est important de le souligner. Nous avons un dispositif de surveillance des cas confirmés, des cas possibles et des décès survenus dans les établissements. C'est très important que nous ayons ces données. Après, il peut y avoir des variations importante en fonction des jours, selon le système de déclaration. On l'a noté par exemple après les 3 jours du long week-end. Donc il peut y avoir des à-coups de déclaration. C'est l'inconvénient d'un dispositif de déclaration de ce type. Mais nous n'attendons pas particulièrement d'augmentation de la mortalité, si ce n'est, et je le rappelle pour tout le monde, qu'il y a d'abord des formes bénignes, puis des formes sévères, puis des admissions hospitalières, et le décès survient souvent après un combat mené par l'ensemble des soignants, et les soignants se battent pour sauver des gens. Et donc les décès, malheureusement, quand ils surviennent souvent de façon décalée par rapport au pic, entre guillemets, ou au plateau de l'épidémie. Donc on peut avoir encore des décès bien après l'augmentation maximale des cas observés. 2 questions pour Médicite. Combien de médecins qui combattent le Covid-19 sont décédés depuis le début de la crise? Je n'ai pas ce décompte. Le Covid-19 laisse de nombreuses séquelles aux malades. Leur convalescence pourrait-elle durer plusieurs semaines? Quelles mesures prises pour leur suivi? Alors, il peut y avoir des convalescences longues. Il peut aussi ne pas y avoir du tout de séquelles. Je pense qu'il faut aussi rassurer les Français. Il y a quand même une très grande majorité des formes qui sont bénignes, avec des formes ORL essentiellement, avec des angines fébriles, des maux de tête, des douleurs musculaires. Donc on n'est pas sur des formes sévères. Parfois, avec les formes sévères, c'est ce que je décris parfois pour la réanimation, lorsque votre poumon a été très abîmé, lorsque votre cœur a été abîmé, on peut avoir des difficultés pendant des semaines qui nécessitent une réadaptation cardiaque, une réadaptation ou une rééducation respiratoire. Et c'est dans ces indications-là qu'il y a un séjour hospitalier long. La personne sort fort heureusement de réanimation, mais elle se retrouve dans un service spécialisé de soins de suite, de réadaptation, où elle a des soins adaptés à ces, entre guillemets, séquelles, qui d'ailleurs souvent disparaissent, mais à ces difficultés cardiaques ou respiratoires, par exemple, ou tout simplement à ces difficultés motrices, parce qu'il faut aussi rappeler que quand on passe 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à l'hôpital, sans sortir de son lit, la reprise de la marche peut être difficile. C'était la dernière question, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, madame.